Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Révolution Mobile. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Alexandre Jubien, je suis un expert du mobile. Et en fait, j'étais un pionnier du développement sur mobile. J'ai commencé comme développeur en 2003, juste au début des premiers mobiles couleurs. Et ça, c'est les mobiles qui m'ont fait souffrir au début de ma carrière. Donc, j'ai même eu une N-Gage pendant 3 ans, je téléphonais comme un Playmobil. Et donc bref, je pense que vous avez aussi eu ce genre de téléphone. Et sur ces mobiles, on arrivait à faire déjà à l'époque des jeux. Et aussi, j'ai eu la chance, moi, très très tôt, de travailler sur des applications, connectées ou pas, mais certaines connectées, sur des projets d'innovation. Et donc dès ce moment-là, on se disait qu'il allait se passer de grandes choses sur mobile. Et c'est ce qui s'est passé en effet. Et pour moi, pour la suite, ça a été chez Deezer et chez Viadeo. Donc je suis arrivé chez Deezer quand il y avait une quinzaine de personnes et qu'il fallait construire le mobile. Et chez Viadeo, pour aller un peu par la même histoire. Donc concernant Deezer, voilà, des millions plutôt 20 millions, quelque chose comme ça, de téléchargement des applications. Une très belle aventure. Et aujourd'hui, je fais du conseil. Donc j'amène à peu près mon savoir aux entreprises et principalement aux startups, puisque je suis un expert en startup. Accessoirement, je suis membre de l'association Décideurs du Digital, qui est partenaire de l'événement. Voilà pour les présentations. Donc on va pouvoir vraiment commencer la conférence. Et du coup, je vais vous poser une question à vous. Est-ce que, j'imagine ici beaucoup de gens ont un smartphone. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas, qui ne sont pas équipés de smartphone? Déjà, c'est très courageux de lever la main, parce que c'est pas facile ici. Et du coup, si vous voulez intervenir à la fin et nous expliquer pourquoi, alors le but de la conférence, c'est pas de vous faire changer d'avis. Par contre, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Vous avez sûrement vos raisons. En tout cas, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont une idée du taux d'équipement en France de smartphones? Bien, 50%, parfait. C'est exactement ça. Bon, 49 exactement, mais ça doit être à 50. Par contre, ça va très vite. Ça a 2 ans, c'était 20%, donc ça va très très vite en termes de croissance. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas représentatif. Dans le web, on est tous équipés. On est encore dans une phase de croissance. Une petite idée de la proportion du trafic web mondial que représente le mobile aujourd'hui. J'entends pas bien? Oh non, trafic web mondial, il se passe beaucoup de choses par le mobile. Donc c'est 15 à 20%. Et évidemment, on est aussi en croissance très très rapide. Et chez certains services web, ça représente déjà plus de 50% du trafic web. Donc quelques grandes... Alors il y a un gourou du mobile qui s'appelle Tommy Ahonen. Il avait prédit ça en juillet 2013 qu'il y aurait plus de SIM activés que d'hommes sur Terre. Donc c'est fait, c'est arrivé. Il appelait ça le mobile moment. Et il y a autre chose qu'il disait, qu'il dit toujours, c'est que le mobile, c'est une technologie qui est plus adoptée que le stylo. Vous avez des gens qui sont analphabètes dans le monde, ils ne savent pas servir d'un stylo, ils savent servir du mobile. Et a priori, c'est la technologie la plus adoptée dans l'histoire de l'humanité. Dernière petite devinette, est-ce que vous connaissez... j'imagine que vous avez peut-être déjà vu cette image. Vous avez l'élection de Benoît XVI en 2005 et l'intronisation du nouveau pape français en 2013. Alors je vous laisse faire le jeu des différences. Vous avez quelques appareils photo numériques en haut et beaucoup d'iPad et d'iPhone en bas, ou de téléphone. Cette image a fait, je pense que certains d'entre vous l'avez déjà vue. Non, c'était ça la devinette. Est-ce que vous connaissez le lien entre ces deux sujets, l'homme sur la Lune et Angry Birds? Ah, c'est bien. Au moins, je vous amènerai quelque chose de rigolo. En fait, c'est ce tweet-là, qui est un tweet vraiment historique dans le monde du mobile. Georges Bray, il a dit que en fait, nos téléphones, aujourd'hui, ont beaucoup plus de puissance de calcul que la NASA en 1969. Et eux, ils ont envoyé l'homme sur la Lune, et nous, on s'en sert pour envoyer des oiseaux sur des cochons. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le mobile est révolutionnaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord d'ailleurs? C'est bon, La vraie grande question, c'est pourquoi? Est-ce que certains d'entre vous ont des pistes sur ce qui fait que le mobile a vraiment révolutionné nos vies? J'en ai un, je vous les donnerai après, mais si vous en avez, exprimez-vous. Gain de temps, ça peut être intéressant, oui, tout à fait. Alors,
c'est dans la poche, très intéressant. Le gain de temps, on ne va pas l'aborder, mais c'est une conséquence des choses qu'on va aborder, tout à fait. Voilà, la mobilité, donc dans la poche, en effet. Bon, ben on va commencer par ça, donc ça tombe bien. C'est le partout tout le temps, en effet. Donc dans la poche, on l'a toujours avec nous, même aux toilettes. Et donc il y a quand même 75% des gens qui utilisent leur mobile aux toilettes. Alors je vois qu'on a une audience justement mixte. Rassurez-vous, mesdemoiselles, la parité est respectée. Donc vous faites aussi. Et il y a même une application pour ça, que je ne vous invite pas à télécharger, ça s'appelle iPoo. Bref, trêve de plaisanterie, c'est surtout le premier appareil connecté qu'on a toujours sur soi. Le premier appareil connecté qu'on avait sur soi, c'était le Walkman, mais il n'était pas connecté, il n'était pas capable de faire des calculs. Alors le terme américain, c'est Connected Computing Device, et le computing est très important, parce que le computing, c'est la capacité à résoudre des problèmes. En fait, aujourd'hui, on utilise le mobile pour résoudre des problèmes. Et au début, on a résolu des problèmes du digital, et après, on a commencé à résoudre des problèmes du monde physique. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc comme c'est le premier appareil connecté qu'on a toujours sur soi, c'est surtout devenu notre compagnon de vie. Et si on résume la vie à des choses comme... il y en a d'autres des choses dans la vie, mais les gens, les moments, les lieux et les objets, on peut mettre en face quelques services qui ont des gros succès sur mobile. Alors j'imagine que vous les connaissez pour la plupart. Tout le monde connaît Pass, qui est peut-être le moins connu de ceux-là. Pass, ça permet de partager des moments de vie. On s'axe plus sur les moments dans un cercle privé. Moi, je m'en sers par exemple... avec ma famille et mes amis, j'ai 12 personnes sur Pass pour mettre des photos de mon fils que je ne mettrai pas sur Facebook. Voilà. Et donc Facebook pour les gens, pour les amis dans un sens plus large, Foursquare pour les lieux, et Pinterest qui est en train de prendre la place du service mobile qui permet de recenser les objets. Donc voilà pour la partie compagnon de vie. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme on l'a tout le temps sur soi, et ça Google l'avait très bien mis en perspective en 2011, le mobile, c'est il est à mi-chemin entre le monde digital et le monde physique. Et voilà. Donc le monde digital, c'est le temps qu'on passe sur Internet devant un PC. Le monde physique, c'est la vraie vie. Alors ça, c'est une affiche de film, n'allez pas le voir, hein. C'est un AV, mais c'était pour illustrer le slide. Et donc il y a des symptômes dans ce monde physique, notamment le code barre, qui était un truc complètement pas fait pour les hommes, plutôt fait pour les machines. Grâce au mobile, on a pu commencer à comprendre le langage des machines, et faire des chasses au trésor. Je ne sais pas si vous connaissez Scanbucks, qui permet de scanner des bouteilles de Coca-Cola et de gagner des points, ou Prixink, un comparateur de prix, assez sympa sur mobile. Vous avez probablement tous déjà utilisé des QR. Alors c'est intéressant ça. Qui a déjà scanné un QR code ici? Ok, beaucoup de monde. Qui l'a fait dans la dernière semaine, depuis la semaine dernière? Voilà. Donc on est sur quelque chose qui ne fait pas encore partie de nos vies régulièrement, hein, vous voyez. Je pense qu'en France, on a été assez mal éduqués. Donc il y a 30% aujourd'hui de gens qui sont équipés. Alors encore une fois, je pense qu'ici, on est tous suréquipés par rapport à la moyenne de la population. Et les opérations qui sont faites avec des QR codes, souvent, ne sont pas adaptées mobiles derrière. Donc c'est là que je dis qu'on a été un peu mal éduqués. Ça reste quand même un peu déceptif. Par contre, en Chine, vous avez des publicités à la télé. C'est ça la publicité à la télé. Vous avez la moitié de l'écran qui est pris par le QR code. Et la vidéo qui tourne à côté. Et donc juste une petite reco pour les gens qui font du marketing avec les QR codes. Moi j'aime beaucoup mettre une petite shorten URL qui permet aux gens qui n'ont pas de scanner de QR code de quand même accéder facilement au contenu, qui donne du sens aussi. Je pense que là vous devinez facilement que c'est mon compte Twitter qui est derrière. Et puis comme on utilise Bitly, en plus on peut traquer les clics, les hits sur le QR code, tout ça gratuitement. Et les générateurs de QR code, il en existe pas mal, c'est pas très compliqué à trouver. Donc succès mitigé quand même pour le QR code, mais l'avantage c'est que ça coûte pas cher. Et par contre, comme je le disais, ça permet de s'ancrer dans le monde physique. Et je pense que vous l'avez vu, on commence à voir justement ces symptômes-là un peu partout. Donc dans des catalogues, dans des magazines, sur des affiches, des emballages produits. J'avais vu le mode d'emploi de ma colpataire. Bon. Et le truc qui m'a le plus épaté ces temps-ci, c'était des recettes sur mon paquet d'endives. Bon, j'imagine que vous avez tous aussi vu des choses assez incroyables à faire avec cet outil, qui fait partie donc qui est un très bon lien entre le monde physique et le monde digital. Donc on se sert de nos mobiles dans ce monde physique comme une boîte à outils avec la réalité augmentée. Encore une fois, ça se passe dans le monde physique. La géoloc, qui au niveau des usages, à part pour trouver son chemin, il n'y a encore pas beaucoup de choses qui ont fonctionné, hormis Foursquare.
Le M-paiement qui est pressenti pour être une vraie révolution dans quelques années, et le M-commerce. Et pourquoi je parle du M-commerce dans le monde physique? C'est que je pense qu'il va se passer beaucoup plus de choses à cet endroit-là que dans le M-commerce digital. Oui, des achats via notre CB sur un site mobile de e-commerçant, on en fera. Mais ce sera rien en comparaison de ce qui va se passer dans le monde physique. Donc l'exemple que je prends, arbitraire, c'est Sephora. Sephora, quand ils font un site e-commerce, ils vont régénérer du chiffre d'affaires qui va représenter au mieux 2-3 magasins, peut-être 5, avec un peu de chance. Avec le mobile, ils vont pouvoir amener du monde dans tous leurs magasins. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux, beaucoup plus importants. Et du coup, alors petite expérience qui date un peu aussi, elle est de 2011, c'est Tesco qui avait mis dans le... peut-être certains d'entre vous l'avaient déjà vu. C'est très connu. Hein. Donc ils avaient mis des écrans dans le métro, là on est dans le métro en fait, et vous avez la porte pour rentrer dans le métro. Il suffisait de scanner 2 fois le QR code de la boîte de lait pour l'ajouter dans son panier. On paye et on est livré le soir en rentrant du boulot. Donc là on est bien aussi dans des expériences de vente dans le monde physique liées au digital. Et du coup on est vraiment en ce moment dans le mariage de la vente physique, voire la réunion de la vente physique et de la vente digitale, avec différents aspects. On passe aussi d'un monde des consommateurs au monde des utilisateurs, où au final, ce qui compte, c'est plus ce qu'on achète, mais c'est le service qu'on a autour. Amazon, par exemple, a très bien compris ça. Donc là, je vous ai mis le lien justement de Contestable qui a fait un très bon livre blanc là-dessus. Ça se lit très facilement et on apprend plein de choses. Et notamment sur le fait que les taux de transfo sont bien plus importants dans le monde physique. Et donc une des disciplines de ce que le mobile permet de faire, en tout cas dans le monde physique, c'est le Mobile to Store, M2 Store. Donc j'avais pris l'exemple de Pass VIP qui est les bons plans en magasin. Pass VIP ça a été racheté par vente privée pour faire vente privée le pass. Et aux États-Unis vous avez Shopkick qui mettait des boîtiers sonores pour que les téléphones puissent détecter quand on est dans le magasin et vous donner des points. Évidemment ils switchent sur une techno dont on va parler juste après. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de Passbook, qui n'est pas très répandu en France, qui par contre aux États-Unis marche très bien. Donc en France, bon, on est un petit peu soit dubitatif, soit à la traîne là-dessus, qui permet très simplement en tout cas de faire des choses qu'on faisait avant dans le monde physique, des coupons, des cartes de fidélité, du bon d'achat. Et la techno dont je parlais tout à l'heure, c'est iBeacon. Tout le monde connaît. Donc iBeacon, encore une fois, on est dans l'ancrage dans le monde physique. Le digital donc vient commencer à s'approprier le monde physique. Et donc iBeacon permet aux magasins d'émettre des offres. Il ne permettra pas que ça. Tout ce qui est indoor location devrait aussi se reposer là-dessus. Marketing de proximité, coupons et paiement sans contact, avec de gros enjeux sur la confidentialité et le fait de préserver notre privacy. Pardon, j'ai pas le... et donc voilà, en tout cas pour cette partie monde digital, monde physique. Et ça, c'est un point très important du mobile. Quand vous concevez vos services, essayez de ne penser pas aux problèmes qu'on a sur le digital, mais aux problèmes du monde réel. Quand on fait ça, on gagne beaucoup de temps. Donc un autre point qui fait que le mobile est révolutionnaire, désolé pour le monde physique, c'était un peu plus long, mais il me tient à cœur celui-là. Donc l'autre point qui fait que le mobile est révolutionnaire, c'est l'instantanéité, alors qui va aussi avec le fait de gagner du temps. Donc merci pour la suggestion tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de la météo. Hop là. J'ai pris l'exemple de la météo, mais j'aurais pu prendre l'exemple du mail. Pareil. Pour la météo, avant, on n'avait pas trop d'autre choix que d'attendre les 5 heures qu'il y avait entre 2 journaux télé. Et quand le web est arrivé, ça allait un peu plus vite. On démarre dans notre navigateur, on trouve le site. Au lieu de mettre 5 heures, on mettait 5 minutes pour consulter la météo. Et le mobile, il nous a fait passer à 5 secondes. On clique sur une icône et ça y est, on a sa météo. Donc on est quand même dans un shift de l'instantanéité quand même assez énorme. Hein. Et ça, c'est vraiment très important aussi quand on raisonne sur mobile. Alors 2 exemples qui me tiennent à cœur. Moi, je parle même des désirs exaucés. J'ai un désir, hop, je l'exauce rapidement, facilement. Et c'est comme ça qu'on avait raisonné pour concevoir Deezer sur mobile. J'ai envie d'écouter une musique, en 5 secondes, je peux l'écouter. Même sans réseau, puisqu'on avait fait un comportement offline avec les musiques synchronisées. On voulait pouvoir concurrencer l'iPod. Et donc voilà, mon désir est exaucé, je veux écouter une musique, je l'écoute. Pareil pour Viadeo, donc c'est un autre exemple qui me tient à cœur. J'ai besoin d'appeler un contact pro qui est dans mes contacts Viadeo, hop, en 5 secondes je l'appelle.
Voilà. J'imagine que vous avez probablement d'autres exemples en tête par rapport à cette instantanéité, mais elle est clé. Elle est vraiment clé sur mobile. C'est ce que quand on rate cette partie instantanéité sur mobile, en général, ça nous nuit très très vite. Donc un autre point qui fait que le mobile est révolutionnaire, et on ne va pas s'étendre sur cela, c'est la facilité d'utilisation. J'ai un seul slide, c'est celui-là. Moi, mon fils, il s'est lancé ses jeux sur iPad, quoi. Je suis juste épaté, il a 3 ans. Je suis juste épaté. Donc je pense que là, ça nous montre la capacité, la facilité d'utilisation qu'ont ces plateformes. La raison principale étant la somme d'investissements phénoménaux qui ont été faits par Apple et Google notamment. Le multitouch, enfin en tout cas des interfaces qui sont extrêmement ergonomiques. Ça repose plus sur notre travail à nous, gens du web ou gens du mobile. Mais en tout cas, c'est une propriété qui fait que on fait les choses facilement. Et donc l'autre point qui va avec, c'est la réduction des points de friction. Alors, petit schéma de terminal, schéma de physique de terminal. Donc la friction, c'est quoi? C'est ce qu'empêche d'avancer. Et donc dans notre univers, c'est ce qu'empêche nos utilisateurs ou nos consommateurs, suivant si on est un e-commerçant, d'avancer. Et moi, je trouve, en tout cas, que ces services-là, moi je leur donne ce terme-là, c'est des anti-friction services. Avant, pour réserver une table de restaurant, ça pouvait être un peu compliqué, le restaurant n'était pas ouvert, on appelait à 11h, puis à 11h30, il pouvait y avoir plein de problèmes. Et avec la fourchette, on a résolu la friction pour réserver une table de restaurant. Alors, on obtient une promo au passage en plus. À tel point que moi, il y a un restaurant où je vais souvent sur Paris, il m'avait dit, comme eux payent un peu une rétrocommission à la fourchette, il m'avait dit c'est mieux que tu nous appelles, nous ça nous coûte des sous quand tu réserves par la fourchette. Et j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Parce que la semaine d'après, j'avais un rendez-vous qui se posait à minuit le soir, le restaurant n'était pas ouvert, et donc j'ai ressorti mon appli la fourchette, et en 30 secondes, j'avais réservé ma table. Donc on est dans des usages où la friction est éliminée. Alors, Hotel Tonight, c'est pareil, hein. Vous avez besoin d'une chambre d'hôtel, c'est très rapide, c'est très facile, et c'est sans friction. Et Uber aussi. Les gens qui conçoivent ces services-là pensent à vous enlever tous les petits points qui pourraient vous agacer. Et une des méthodologies qu'on utilise beaucoup pour ça, à aparté, c'est le Customer Development, si vous connaissez cette approche-là. Et du coup, on va juste montrer une petite vidéo justement par rapport au support, parce que justement, pour enlever de la friction, le support est aussi un élément déterminant. Hop. Alors, comme on est en terre nantaise, j'espère que les gens d'iAdvise m'en voudront pas, puisque je vais vous montrer une vidéo de LivePerson, qui est leur concurrent américain. Mais en France, on a un très très bon acteur dans ce domaine-là, qui s'appelle iAdvise, qui est sur Nantes, et qui fait ça aussi très très bien. C'est juste que la vidéo est sympathique. C'est possible d'avoir le son ? Hop. Ah mais oui, il faut peut-être le brancher du coup. Parfait. LivePerson revolutionized the use of desktop chat to improve customer connection. And with the rapid growth in mobile use, chat has even greater promise. Mobile keeps the world moving today. It's how most people in the world connect to the web. It's not only how they engage with their network of family and friends, but also how they get products and services. The speed and convenience of anywhere, anytime helps consumers make decisions on the go, and helps businesses meet demand in real time when consumers are ready to buy. So, how can a business make these meaningful connections? With LP Mobile, you can give consumers the help they need, wherever they need it. It's technology that allows your customers to do more with their mobile devices. If you missed your flight, a quick chat on your iPad and a new ticket is issued. Or, if you tweet about a problem with the product,
customer service rep can reach out to you for a quick resolution. LP Mobile. It's innovation and greater customer satisfaction in real time. Join the world's leading brands to create meaningful customer connections. And go mobile with iPerson. Ça vous a plu? Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette vidéo, c'est justement le cas du billet d'avion. Et du coup, surtout le fait que, voilà, en tout cas, le mobile est pressenti comme un outil magique pour résoudre nos problèmes. Donc félicitations au Jedi Advice d'avoir anticipé cette révolution que le support va connaître. En tout cas, ce qui se passait parfois avant, genre on appelle ah non mais c'est pas notre service, il faut appeler un autre service, c'est le service client numéro bis, et que vous vous faites balader, c'est la maison des fous dans Astérix et ses travaux. Ça va quand même, je pense, pas mal disparaître, parce que le digital et le mobile vont permettre de faire des choses incroyables. C'est des outils qui vont bien se combiner. Et donc je vous aiguille aussi vers un article qui est très très sympa là-dessus, qui s'appelle Reduce Friction, Increase Happiness, sur TechCrunch forcément. Et ça prend l'exemple d'un service de location de voitures entre particuliers. Et le gros point de friction qu'ils avaient détecté, c'est la récupération des clés. Ça nuisait à leurs utilisateurs, à la fluidité du service, mais aussi à eux, parce que quand les gens ne récupéraient pas les clés, forcément il n'y avait pas de location. Un loueur de voiture qui commençait à être enquiquiné à force de poser des rendez-vous, il arrêtait. Donc ça nuisait à la rétention du service. Bref, c'était vraiment le nœud du problème qu'ils ont cherché à résoudre. Et ils l'ont résolu grâce à un petit appareil qu'ils mettent dans la voiture et on peut déloquer la voiture grâce à une application smartphone. Donc encore une fois, c'est le mobile qui leur permet de résoudre le point de friction du monde physique. Et l'article est très très bien tourné. Donc voilà pour les points de friction. Et alors ça me permet de faire la transition sur justement les objets connectés, le hub des capteurs. Parce qu'au final, pourquoi je parle de hub des capteurs? Parce que vous êtes tous au courant, j'imagine ici, de ce qu'est l'Internet of Things. L'Internet of Things, il va quasiment systématiquement avec du mobile. Le mobile est quasiment toujours la télécommande des objets connectés. À tel point, j'ai eu la chance d'être le CTO du hackathon de Direct Energy, hackathon mobile de Direct Energy à la fin de l'année dernière. Et pour le coup, le mobile permet vraiment d'innover avec les objets connectés. Alors, un exemple concret, c'est Adidas MiCoach, mais il y a aussi Nike Fullband pour ceux qui connaissent ces produits-là. C'est pas juste des gadgets. Nike ou Adidas, quand ils ont réfléchi à leur stratégie, se sont dit, à un moment, peut-être une start-up va devenir le coach sportif digital et on va se faire rouler dessus parce que pour le coup, c'est eux qui vendront nos accessoires. Du coup, leur métier, c'est plus forcément de vendre des accessoires, c'est d'être coach sportif dans cette vision-là. Et je pense qu'un sportif qui adopte ces outils-là ne fait plus machine arrière. Je discutais avec des gens qui font de la course, maintenant qu'ils ont le tracking, etc., s'ils ne l'ont pas, ça leur manque. Ce qui est d'ailleurs la manière de mesurer le succès d'un produit. Et bien du coup, la vente d'accessoires, elle devient quelque chose d'à côté. Ça leur permet de vendre justement leurs chaussures, etc. Mais ce qui compte, c'est cette partie digitale qui transforme leur métier, qui a transformé ces marques d'accessoires en coach sportif. Et un autre exemple qui est le thermostat Nest. Donc vous le savez tous, cette entreprise a été rachetée par Google, 3 milliards. Alors ce que Google a racheté, c'est pas le thermostat. C'est plutôt la capacité, le savoir-faire pour brancher des objets à des API. Donc bref, en tout cas, on est aussi dans une révolution de la domotique et de la maison. Donc maison connectée, Direct Energy dont je parlais tout à l'heure, ça allait dans ce sens-là. Et on vient de voir ce qui se passe dans iOS 8 où Apple, justement, prend les devants et met en place des briques pour la maison dans son OS. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on se rajoute des capteurs. Et quand on se rajoute des capteurs, on se rajoute des pouvoirs. C'est une grande question. Est-ce que ce ne serait pas des super pouvoirs? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont télépathes, qui sont capables de transmettre leurs pensées à d'autres? Oui, c'est là où vous comprenez que je suis fou. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont télépathes? Des fois, il y a des gens qui répondent oui. Mais en fait, on l'est tous. Moi, ce que je dis, c'est que le mobile, c'est la transmission de pensée 1.0. C'est un MVP de
de transmission de pensée. À tel point d'ailleurs qu'on aura beaucoup, on a déjà fait les 20% d'efforts, hein. On aura beaucoup de mal à faire une meilleure transmission de pensée que le mobile. Bon, aujourd'hui, on s'en sert plutôt pour dire pas chercher le pain à notre conjoint. Et puis les pensées que transmettent deux adolescentes entre elles ne sont pas forcément très évoluées. Mais c'est ça. On a juste une latence de 30 secondes, le temps d'appeler. Ça nécessite de parler à voix haute. Et puis ça ne marche pas toujours, alors on laisse un message. Mais j'estime que le mobile nous offre, dès le début, indépendamment du smartphone, nous a offert un super pouvoir. Et tout ce qu'on vient de voir aussi sont d'autres super pouvoirs. Alors on va pousser un peu. Vous connaissez peut-être la série Heroes avec des gens qui ont des super pouvoirs. Et je me suis amusé à faire ce petit tableau, donc à lister les différents pouvoirs et à voir ceux qui étaient mobile powered et en quelle version ils étaient. Donc on l'a vu, la transmission de pensée, elle est en 1.0. L'omniscience, c'est pas mal, hein. Avec Wikipédia et moi un mobile, il n'y a plus grand sujet qui vous est inconnu, hein. Bon, la télékinésie, donc commander des objets, on l'a vu avec l'Internet of Things, maîtrise du temps, pourquoi pas, prévoit l'avenir. Alors, être invincible, guérir, il va se passer de grandes choses dans la santé et le digital, hein. Et d'ailleurs, Apple l'a aussi compris, puisqu'ils vont, enfin, l'a aussi bien anticipé, puisqu'ils ont sorti leur Health Kit dans iOS 8. Bon, par contre, pour lancer des éclairs, c'est pas top. Ça marche pas bien, pas encore. Voler non plus. On n'est pas mauvais en vol, hein, mine de rien, quand on prend l'avion. La téléportation, pas top non plus. Et donc ceux qui sont mobile power sont ceux-là. Par contre, je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourra faire avec des imprimantes 3D printing portables et un mobile, quoi. On devient des dieux. On est capable de matérialiser des objets. Et celui que j'avais pas listé, qui n'était pas listé dans Heroes, tout simplement, même s'il y a quelques essais en science-fiction sur ce genre de choses, c'est la conscience ou l'intelligence collective. Et là, je dis qu'on est en version 2.0. Parce que les réseaux sociaux et le mobile, ça fait vraiment pair, et on est vraiment dans une conscience collective, à tel point que les révolutions humaines aujourd'hui, elles se font là. On l'a vu avec les printemps arabes et Twitter. Elles se font via le mobile et les réseaux sociaux. Et il n'y a rien qui est inconnu aujourd'hui. Les nouvelles, elles vont plus vite sur ces réseaux sociaux-là. Elles sont diffusées aux hommes par ces biais-là. C'est bon, vous avez compris que j'étais fou. Je peux passer à la suite. Donc bref, en tout cas, ce que je veux vous dire pour ceux qui conçoivent des produits ou des services, c'est qu'il faut absolument donner du pouvoir ou du super pouvoir, si vous le pouvez, à vos utilisateurs. Et donc sur mobile, on a vu beaucoup d'échecs quand c'était de la com, des choses qui n'étaient pas utiles, qu'on ne pouvait pas utiliser, qu'on ne pouvait pas mettre à profit, qui ne nous permettaient pas de faire des choses, ou qui ne résolvaient pas de problèmes. La com juste de marque, elle ne marche pas très bien sur mobile. En tout cas, elle n'est pas pérenne. Il y a eu assez peu de succès. Et les marques, d'ailleurs, se sont pas très bien appropriées le mobile. Si vous regardez le top, tous les meilleurs services mobiles, c'est souvent des services qui vous résolvent quelque chose, qui vous apportent quelque chose, du contenu, de l'information, mais pas des marques. C'était un gros sujet au Mobile World Congress, ça. Alors du coup, évidemment, je dis les marques, mais le fait que la vente digitale se transfère dans le monde physique, là, les marques vont pouvoir se l'approprier. C'est là tout l'enjeu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monde à deux vitesses, avec un clivage entre les gens qui ont accès à la techno et ceux qui n'y ont pas accès? Et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce genre de... Enfin, on peut être rassuré. Dans les pays émergents, les usages ne sont pas les mêmes, mais ils sont très présents. Et pas forcément avec des smartphones d'ailleurs. Et y compris pour des gens qui savent juste compter et pas forcément lire. Donc un exemple, c'est Nokia Live Tools, qui en Inde permet à des paysans de suivre le cours du céréal par SMS. Donc Nokia a déployé ça, c'est utilisé par des centaines de millions de gens dans les pays émergents. Et puis, un fait très marquant qui montre d'ailleurs qu'une partie de l'innovation de l'humanité dans les 20 années à venir, une grande partie va venir des pays émergents, c'est M-Pesa. Donc ça date un petit peu aussi, hein, mais c'est vraiment très parlant. M-Pesa, en fait, c'est du transfert d'argent par SMS, on peut dire ça, pour schématiser. Donc ça se passe avec les opérateurs. En fait, on offre de la donnée qui se transforme en argent. Et les banques occidentales ont commencé à s'intéresser beaucoup à ce système quand ça a dépassé les transferts de Western Union au Kenya. Il y avait 30 millions de personnes qui utilisaient M-Pesa. Un petit peu moins maintenant, hein, ça a changé. On parlait il y a quelques années au Mobile World Congress de Mobile for the Hand Banking, pour les gens qui n'ont pas de compte bancaire. Ça permettait de transférer de l'argent par des gens qui n'avaient pas de compte bancaire. Et donc ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que pourquoi est-ce que c'est apparu dans les pays émergents et pas chez nous? Parce que nous, on est très régulés. On a beaucoup trop de contraintes. Eux, ils n'ont pas ces contraintes-là, donc ils ont pu innover. Donc ça, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est le mobile, puisque le mobile dans les pays émergents est très présent. Pas forcément du smartphone, mais du mobile, oui.
Voilà, pour la partie clivage, on peut être rassuré. Et évidemment, ils sont aussi en train d'adopter les smartphones grâce à Android qui est plus abordable que iOS. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? À quoi on va faire face ? Est-ce qu'on va faire face à une révolution tablette ? Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'elle est déjà faite. Alors, j'ai mis quelques domaines qui existent, sur lesquels on peut se concentrer, et j'ai highlighté ceux qui sont déjà en fait révolutionnés. On n'a pas trop besoin de se poser la question là. Le mobile et les tablettes sont en énorme croissance là-dessus. En tout cas, révolutionnés par le digital. Et puis les autres, ça va venir aussi. Donc, moi, les deux qui me semblent les plus intéressants dans les quelques années qui viennent, c'est la santé et l'éducation. Et je pense qu'on le voit, les grandes entreprises ne s'y trompent pas aussi. Et cet article, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, pareil, il date aussi de 2011. 2011, il s'est passé beaucoup de choses, hein, dans le monde du mobile et dans le monde du digital. Donc Marc Andreessen, un des plus grands investisseurs et conseillers au monde, sur le Why Software is Eating the World. Et ce qu'il dit dans les grandes lignes, c'est qu'il n'y aura pas de domaine qui ne sera pas impacté par le digital. Et comme le mobile aujourd'hui nous permet de venir rouler dessus au monde physique, eh ben, il n'y aura pas de domaine qui ne sera pas impacté, y compris dans le monde physique. Donc les gens qui pensaient hier être tranquilles, non c'est bon le digital, nous, on ne sera pas impacté, ça n'existe plus. Donc on peut vraiment parler de disruption. Alors juste, petite mise en perspective, donc Nokia, enfin en tout cas les anciens téléphones mobiles se sont fait complètement disrupter par les smartphones, avec Apple en fer de lance. Vous avez l'iPad, Apple s'est disrupté soi-même sur les laptops, enfin sur les ordinateurs portables et en introduisant les iPads. Le cinéma, on a eu le DVD, et encore une fois, c'est plutôt aujourd'hui des tablettes qui nous permettent d'accéder à des films. Heureusement, le cinéma arrive à trouver une manière d'être toujours très intéressant avec des expériences riches. Jusqu'à quand ? La radio s'est fait disrupter par la télé, par la tablette. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure du Walkman. Pour le coup, je connais bien le sujet, puisque l'application qu'on voit en bas, c'est Deezer. Et on a eu d'abord l'iPod entre les deux, le lecteur MP3 entre les deux, mais aujourd'hui, tout porte à croire que c'est plutôt les services de streaming sur mobile qui vont être notre moyen de consommer de la musique. Et alors, les jeux vidéo, j'en parle même pas. Nintendo va très très mal. Les jeux vidéo, en fait, on est vraiment sur une massification du jeu sur mobile et sur tablette, qui sont aujourd'hui, a priori, le moyen préféré pour les gens de jouer. Évidemment, j'exagère quand je dis ça, hein. Il y a toujours des usagers de consoles, mais le fait est que si les entreprises du jeu ont quelques difficultés, c'est lié à la croissance du mobile et des tablettes. Et bon, alors juste petit focus avant qu'on passe à la suite. Vous avez vu, il y a de l'Apple partout. C'est pas pour rien hein, que c'est l'entreprise la plus valorisée au monde. Parce qu'elle a amené des disruptions sur chacune de ces choses-là. Alors qu'est-ce qui se passe après ? J'imagine que vous avez peut-être déjà quelques idées aussi à titre personnel. Donc par quoi le mobile va être disrupté ? Parce que c'est ça qui va se passer. On est dans une révolution. La révolution mobile, quelque part, elle est déjà passée. Il va se passer d'autres choses maintenant, qui ne seront peut-être pas forcément le mobile. Et donc là, par exemple, les Google Glasses. Alors, ce que ça me donne comme impression, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que les ordinateurs se rapprochent de nos corps. Avant, un ordinateur, c'était dans une grande salle à l'autre bout du bâtiment. Ensuite, ils sont arrivés sur nos bureaux. Ensuite, ils sont arrivés sur nos genoux avec les laptops. Ensuite, dans nos mains avec les tablettes. Sur nos oreilles avec les mobiles. Devant nos yeux avec les Google Glass. Bref, on est vraiment dans le fait que le digital se rapproche de notre corps. Alors, bémol sur les Google Glass, les gens qui, chez Google, les avaient adoptés, les ont désadoptés parce que ça les rend différents. Donc, l'adoption ne va pas venir instantanément. Hein. Et les disruptions, elles sont parfois un peu plus longues avant de vraiment arriver. Donc, vous avez peut-être déjà vu aussi cette entreprise qui travaille sur le contrôle des appareils par les yeux. Vous avez aussi celle-là qui travaille, ça j'avais fait l'essai, c'est rigolo, on pense à quelque chose et hop, la souris va à droite, la souris va à gauche. Donc qui permet de contrôler des appareils par la pensée. Et carrément des tatouages électroniques sous la peau, qui marchent dans les deux sens, hein, qui captent des choses ou qui vous permettent d'émettre aussi. Donc en fait, la vraie grande question que je pose, c'est est-ce qu'on va pas... Du coup, là, on commence à mettre des choses dans nos corps. Hein. Donc on commence éventuellement à devenir des machines. Est-ce qu'on va devenir des machines ?
C'est ça la grande question de ce qui peut se passer après le mobile. Et alors, heureusement, on ne va pas faire ça tout de suite, a priori. Une étape possible, ce serait, avant de devenir nous-mêmes des machines, d'interagir avec des machines qui nous ressemblent. Vous connaissez ce petit bonhomme? Enfin, qui ne le connaît pas? Quelques gens qui ne le connaissent pas. C'est Nao, de Aldébaran. Et donc les gens assez visionnaires de cette entreprise pensent que ça va être l'interface ultime qui permettra à des bébés ou à des personnes âgées d'aller sur Internet. Mais de manière complètement transparente. C'est-à-dire qu'un bébé n'aura pas conscience d'aller sur Internet. Il posera la question au robot, comme il la poserait à ses parents. Et il aura la réponse. Et il pourra demander à Nao de lui résoudre des problèmes, tout comme le mobile résout des problèmes. Donc c'est une des pistes de ce par quoi le mobile pourrait être disrupté dans les dizaines. Je préfère parler de dizaines parce que je pense qu'on sera lent à faire ce switch-là. Voilà pour la robotique. Et alors j'ai quelques petits slides qui sont un peu effrayants. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui avait un t-shirt de Skynet. Je ne sais pas s'il est dans cette pièce. Tout le monde sait ce que c'est Skynet? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est Skynet? Vous vous rappelez? Skynet, c'est l'entreprise dans Terminator qui est liée à l'origine des Terminator, etc. Heureusement, c'est de la science-fiction. Imaginez une entreprise qui serait à la pointe du mobile, voire qui d'ailleurs dans le mobile aurait carrément son propre OS très très diffusé, qui serait à la pointe de l'information aussi, de l'accès à l'information et carrément de l'indexation du savoir. Une entreprise qui serait à la pointe de l'intelligence artificielle, qui aurait acquis les meilleurs scientifiques dans ce domaine-là, à tel point qu'elle ferait des voitures qui se conduisent toutes seules. Tiens. Imaginez une entreprise qui aurait aussi acquis des entreprises de biotech, des startups de biotech, et qui serait aussi à la pointe de la robotique parce qu'elle a acquis les meilleurs dans ce domaine-là. Donc je vous présente la ménagerie de robots de Google. Donc il se trouve qu'il y a le robot Android au milieu. Il est plus sympathique que les autres d'un point de vue look and feel. Donc c'est les slides qui font un peu peur. En plus, on a vu quelques nouvelles récemment. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette news, cette lettre ouverte du boss de Axel Springer à Eric Schmidt. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Nous avons peur de Google. Vous la trouverez en anglais aussi. C'est pas très rassurant. On n'est pas là pour se faire peur non plus, mais c'est pas très rassurant. J'y ai appris quelque chose que je ne savais pas du tout, que Google prévoyait d'avoir des bateaux qui opéraient en eau non territoriale pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient et sortir un peu des lois pour tester des choses nouvelles. Pas très rassurant non plus. Donc bref, pour ceux qui n'ont pas lu ces articles-là, ça peut être intéressant d'aller les voir. Heureusement, on peut être rassuré. Alors j'espère que s'il y a des gens de Google dans la salle, ne le prenez pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que Google a et Apple aussi, on l'a vu juste avant. Ces deux entreprises ont une grande responsabilité au regard de l'humanité. Dans tout ce qui va se passer dans les années qui viennent, elles ont une grande responsabilité. Et heureusement, moi je ne suis pas si inquiet que ça, parce que je pense qu'ils seront assez sages, et mine de rien, d'avoir ce motto-là, ça n'a jamais pris autant de sens que là. Donc n'ayons pas si peur que ça. Je ne vous avais pas prévenu qu'on allait rigoler et qu'on allait avoir peur. Et on va parler un peu du transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est quoi? C'est transformer l'homme par la technologie. On va parler de l'homme augmenté. Alors je vais vous montrer une petite vidéo que certains connaissent probablement déjà aussi. Hop. Nous vous aiderons à développer vos talents comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Nous vous aiderons à voir le monde comme jamais vous ne l'avez vu. Et à partager davantage avec ceux qui vous sont chers. Avec nos augmentations, nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Sarif Industries. Pour en savoir plus, visitez sarifindustries.com. Il y en a parmi vous qui avez déjà vu cette vidéo? Voilà, donc vous savez que c'est pour un jeu, Deus Ex
Deus Ex Machina and the Deus Ex Human Revolution. Voilà. Et donc c'est de la science-fiction, heureusement j'ai envie de dire, mais le scénario du jeu est très très intéressant. Et donc la grande question derrière, c'est est-ce qu'on est prêt à devenir des machines? Est-ce que vous êtes prêts à devenir des machines? Je vais poser avec une étape. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à se mettre une puce dans leur corps dès maintenant? Là, la semaine prochaine? Pas un? Pas un early adopter de puce dans le corps? C'est bien, c'est rassurant. Alors qu'est-ce qui va nous faire craquer? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on va se dire bah si, je vais mettre une puce dans mon corps? Eh ben, alors moi je viens du monde du produit, donc des startups et du produit. Et dans le produit, les startups, je leur pose systématiquement une question. Quel problème résout votre produit? Quand vous faites une fonctionnalité, quel problème résout votre fonctionnalité? Et si on résout un grand problème, les gens seront prêts à l'adopter. Si on résout un petit problème, évidemment. Alors oui, on va pas être prêt à se mettre une puce dans le corps pour de l'entertainment, ni même pour de l'information. Par contre, quand on a une maladie, ou du diabète, bah là on sera prêt parce qu'on n'a pas le choix. Et on sera peut-être prêt aussi pour l'espérance de vie. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à voir cette vidéo qui est juste incroyable, de Laurent Alexandre, à TEDx Paris. C'est un homme qui dit que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Et que, donc vous regarderez rapidement, mais il prédit qu'en bon technologique, en fait, quand on rallonge son espérance de vie, on se rallonge d'autant le temps de recherche pour allonger encore cette espérance de vie. Dans les grandes lignes. C'est passionnant, hein. Ça dure 10 minutes, donc vraiment, regardez-la. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est la santé qui va nous faire craquer. C'est la santé qui fera qu'on sera prêt justement à devenir des transhommes, en tout cas à adopter la technologie sur nos corps. Et c'est pas si loin que ça. À tel point que, en tout cas, les révolutions technologiques vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'y adapter. C'est ce qui s'est passé avec le mobile. C'est devenu des extensions de nos corps, mais c'est aussi de nos cerveaux, mais c'est aussi devenu la pollution de nos cerveaux. Et on le vit tous. Cette intrusion que le mobile a dans notre quotidien. Je me suis retrouvé une fois à checker mes mails pendant que je jouais avec mon fils. C'est flippant, c'est allé trop vite. Et donc tout ça va pas se ralentir en tout cas. Voilà, c'était surtout le mot de la fin. En tout cas, la santé, il va se passer des choses incroyables. Est-ce que vous avez des questions sur Révolution Mobile? Et d'abord, est-ce que ça vous a plu? Tant mieux. Je suis bien content alors. Pardon. Quel est votre point de vue sur la gestion des données personnelles à ce qui concerne les objets connectés, le wearable computing? Alors, pour aller plus loin, le digital en général, mais c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant, mais pour le coup, l'article, la lettre ouverte du patron d'Axel Springer parle de ça, justement. Et de ce que Mark Zuckerberg a dit, qui est « si vous n'avez rien caché, vous n'avez rien à craindre », qui pourrait être une phrase qui est dite dans une dictature. Alors malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est que si on veut adopter c'est ce qui se passe pour Google. Vous pouvez très bien ne pas utiliser Google. Vous ne voulez pas que vos mails soient analysés dans Gmail, vous n'utilisez pas Gmail. Sauf qu'on n'a plus vraiment le choix. Si on veut faire partie du monde, et nous, qui sommes tous des gens du digital, si on veut faire partie de notre industrie, on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est ça le vrai problème. C'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc mon point de vue là-dessus, il est plein de doutes, plein d'incertitudes. Et je pense que ça se régulera. Mais ça se régulera par ce que l'homme en fera. Nous, on a peur parce qu'on est conscient de ça, mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément conscients. Et ils font avec et ils foncent. Ils utilisent comme ils veulent. Et donc, on est vraiment dans de l'évolution, je dirais, du point de vue darwinienne, comme l'évolution. Et donc, l'homme s'adaptera, comme il s'est toujours adapté d'ailleurs, ou la vie s'adaptera. Et je pense qu'on le voit bien, les jeunes sont très très différents par rapport à nous, par rapport au digital. Moi, ce dont j'ai peur par rapport à ça, c'est qu'on ait des générations sacrifiées. Et je le pense notamment, je parlais tout à l'heure de la pollution digitale et du fait d'être interrompu. J'ai peur qu'on ait quelques générations qui soient, dont la pensée soit un peu annihilée avant qu'on ait fait ce changement. Donc, mais ce qui me fait peur, c'est des générations sacrifiées. J'espère que ce n'est pas pour mon fils, mais... Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au fait que les technologies, on se rapproche de plus en plus du corps, qu'on développe
en robotique, on se sert de la robotique, et donc on va la rendre de plus en plus intelligente. Vous parlez là tantôt des véhicules qui se conduisent tout seuls, merci Google. Mais qu'en est-il de l'éthique de la robotique? Il y a Asimov avec ses 3 règles qui sont très connues, mais je prends le cas d'un véhicule qui conduit tout seul. Imaginons que tous les véhicules roulent tout seuls. Qui va programmer le fait qu'en cas d'accident, le véhicule me sauve moi ou la bagnole devant qui a une famille avec enfants? Au niveau de l'éthique robotique, comment ça se passe? Enfin, même pas seulement la robotique, mais dans tout l'éthique technologique. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un film là-dessus. Où, le iRobot robot sauve, je crois que c'est Bruce Willis, au lieu de la gamine que Bruce Willis aurait voulu sauver. Donc je crois que c'est dans Intelligence Artificielle. C'est iRobot et c'est Will Smith. C'est ça, pardon, autant pour moi. Bref. C'est pas grave. Mais donc du coup, c'est ça le point aussi, c'est que, d'ailleurs j'ai cité beaucoup de références de science-fiction. C'est ça qui se passe, c'est que la science-fiction est en train de devenir réelle, et toutes les mises en garde. Donc j'ai tweeté il n'y a pas longtemps aussi, 1984. Vous avez récemment sur Facebook Tim Green qui a publié un article où il expliquait 1984, les 2 minutes 8 sont réels. Il prenait un exemple, c'était les 2 minutes 8 de 1984, les 2 minutes de haine du citoyen quotidienne du citoyen. Dans le cas de la lettre ouverte du patron d'Axel Springer, on est sur Big Brother quelque part. On est sur une entreprise digitale qui va se placer au-dessus des États, au-dessus des lois, dans ce qui met en perspective. Donc oui, malheureusement, j'ai pas de réponse à votre question exacte, mais peut-être qu'il faut continuer à faire de la science-fiction, et il faut aller vite là, parce qu'il faut anticiper tout ce qu'on n'avait pas anticipé, et que peut-être que ces films, en tout cas, sont des mises en garde de ce qui pourrait se passer. Terminator en était une, et toutes ces choses-là deviennent de plus en plus tangibles, en fait. Je pense que c'est ça nos craintes. Après, j'ai pas de réponse précise sur l'éthique, mais voilà ce que je peux mettre en perspective. Est-ce que ça répond quand même à la question? Oui, non, c'est juste que je me demandais ce qu'on n'accepte pas comme décision d'une machine. Ouais. C'est pourtant des décisions qu'on prend nous-mêmes, qu'on accepte en tant qu'homme, mais pas qu'une machine le fasse à notre place. Et donc je me disais, au niveau de l'éthique, quand il s'agira de programmer ces trucs-là, qui va mettre en place les bases d'éthique pour le faire? Malheureusement, je n'ai pas de réponse, et je pense que ce sera aussi une question d'évolution de type darwinienne, c'est-à-dire que si nous, hommes, ne sommes pas prêts, on sélectionnera, et donc on n'adoptera pas. Et inversement, si par contre, le jour où on aura un grand problème résolu qui nous fera craquer, là on adoptera. Et j'ai confiance sur le fait qu'on mettra des garde-fous si on n'a pas un supra-state qui décide de tout au-dessus des États. Parce que mine de rien, la société humaine, elle est basée sur les États qui contrôlent ces choses-là. Merci. Merci pour les questions, elles étaient très intéressantes pour le coup. Enfin, j'espère que vous les avez appréciées aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'avais évidemment prévu une deuxième partie si on avait un peu de temps, où je vous parlais de mes grandes recommandations sur mobile. Vous en avez eu quelques-unes. Le Customer Development est quelque chose de très très important sur mobile. Il faut être proche de ses utilisateurs et les satisfaire. Pourquoi? Parce que c'est comme si quand vous cherchez sur Google, vous aviez juste en dessous des résultats de recherche, « Ah, n'allez pas sur ce site, il est pourri, une étoile ». C'est ce qui se passe sur les App Store. Donc la grande recommandation que j'ai à vous faire sur mobile, c'est d'être proche des utilisateurs, de concevoir vos services avec eux. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Customer Development, allez regarder, c'est très important. Après, il y avait d'autres recos, mais nous sommes pris par le temps. Et ce qui compte pour moi, c'est que ça vous ait plu.